Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture avec 4 romans et un album jeunesse que j'attendais depuis très longtemps et on commence tout de suite. Donc j'ai tout d'abord commencé La dernière humaine de Libé Bacon, je ne sais pas comment on dit, chez Seuil Édition. Donc ici on y suit XR 935, donc qui est un robot. On a un univers où les robots ont exterminé les humains. Ils vivent en étant conditionnés pour... Alors il y a différents types de robots, différents types de métiers. Mais en gros, le matin ils se débranchent, ils vont travailler, ils rentrent de leur journée, ils se rebranchent pour la nuit et recharger les batteries, etc. Et on vit dans un univers comme ça où il n'y a pas de place pour... tout ce qui est les sentiments, les doutes, les émotions, il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus d'humain. Et un beau jour, ils vont tomber sur La dernière humaine, alors je ne sais même plus comment elle s'appelle. Mais voilà, ils vont tomber dessus, ils vont être confrontés à pas mal de choses, ça va remettre pas mal de choses en question. Et ils vont essayer de comprendre si elle est vraiment un ennemi et qu'il faut l'exterminer, la dénoncer aux autres, aux autorités notamment, ou pas. Et on va suivre cet univers... très technologique on va dire, dans un espèce de désert. Et malheureusement moi je n'ai pas accroché, j'ai lu à peu près 130 pages sur un peu moins de 300 et j'ai abandonné tout simplement parce que moi un univers dénué d'émotions, bah, c'est quelque chose qui me pose problème. Alors je me doutais que je prenais un risque avec ce type de livre parce que moi tout ce qui est vaisseaux spatiaux, tout ce qui est un peu beaucoup robotique, c'est pas forcément des thèmes qui me plaisent particulièrement. Là j'avais envie de voir le contraste entre La dernière humaine et cet univers, mais c'est vrai qu'il y a quand même quasiment rien niveau émotion dans tout le livre, enfin dans tout ce que j'en ai lu, et malheureusement j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, je ne ressentais pas grand chose si c'est la lassitude au fur et à mesure des pages, donc bah, j'ai préféré stopper ma lecture là. Tant pis, j'ai voulu prendre le risque, ça n'a pas été payant, bah c'est pas grave, il plaira sans doute à quelqu'un d'autre, tout simplement. Ensuite, j'ai lu La légende des 4, le tome 4, le clan des aigles de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Alors celui-ci par contre, je l'ai littéralement bouffé. En une soirée, il me restait plus que 40 pages à lire, mais j'étais crevée. Donc je les ai lus le lendemain midi. Et je dois dire que j'ai passé un excellent moment avec ce livre. On est clairement après les événements du tome 3, la guerre se profile et elle se rapproche très rapidement. On a suivi tous nos héros tout au long des tomes pour en venir clairement à cette guerre. C'est pas un spoil, hein, on le sait dès le premier tome qu'en gros il va y avoir plus ou moins une guerre entre les yokai et les humains, donc on y est, c'est le moment fatidique, c'est le moment de clôturer cette saga. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive les 3 groupes qui se sont formés avec à chaque fois des membres de chaque clan dans chaque groupe et qu'ils vont chacun dans une direction différente. J'ai aimé en apprendre plus, fouiller un peu plus sur certains personnages, en apprendre plus sur Nell, donc l'héritière des Rapailles, mais pas uniquement sur elle, parce que même si ce tome est concentré sur elle particulièrement, on voit l'évolution également des autres personnages. J'adore toujours le personnage de Mika. Je dois dire que Hope, elle a un sacré tempérament aussi, et elle m'a bien fait rire par certains moments. Ce sont juste 2 têtes de mule, clairement. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des ados, des enfants tête de mule au possible, mais qui créent un peu de légèreté, un peu d'humour, et ça fait du bien aussi dans ce roman. Donc j'ai vraiment tout aimé dans ce livre, si ce n'est la toute fin. Alors, c'est pas que la fin en soi en elle-même ne me plaît pas. Je vais m'expliquer. En gros, entre le dernier chapitre et l'épilogue, alors dans le dernier chapitre, on est 8 mois après les épisodes du chapitre précédent. On a un épilogue qui se passe, je crois, 500 ans plus tard. C'est juste que, personnellement, j'aurais aimé qu'entre le dernier chapitre et l'épilogue, il y ait plus de contenu, qu'on en sache plus sur l'après, qu'on voit comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui a évolué, est-ce que les choses se sont calmées, comment chaque clan va vivre cette après-guerre, pour les personnages toujours vivants, hein, clairement. Qu'est-il devenu de la Terre et de la race humaine? Enfin, j'aurais vraiment aimé qu'on creuse un peu plus et avoir plus de contenu pour avoir plus de réponses à mes questions.
Maintenant, voilà, c'est le petit bémol de ce tome. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé un bon moment, loin de là, puisque je vous le dis, je l'ai dévoré. C'est juste que moi qui aime tellement cet univers, j'aurais aimé qu'on approfondisse un petit peu plus à cet instant-là du roman, on va dire. Néanmoins, j'ai passé un très très bon moment avec. C'est une série que je vous recommande fortement. J'ai aimé toujours l'humour très présent de Cassandra O'Donnell. J'ai aimé le caractère très différent et des fois très têtu de certains personnages. J'ai aimé l'univers qu'elle a su créer, ce qu'elle essaye de passer comme message à travers les différents personnages et les différents événements qui s'y passent. Et voilà, c'est juste que en étant une grande fan de la saga, j'aurais aimé qu'on creuse un petit peu plus à cet endroit-là. Voilà, c'est pas grave, ça reste quand même une excellente saga que je vous recommande très chaudement. Ensuite, j'ai lu un livre qui me faisait envie depuis à peu près 8 ans. Il était sorti en VO il y a une dizaine d'années. Je ne l'ai pas découvert tout de suite, je l'ai découvert un peu plus tard. Et je ne sais pas, ce livre m'a tenté énormément depuis. Et là, quand on avait reçu en début d'année le programme des sorties Michel Lafon de l'année, je l'avais repéré, je l'avais déjà noté sur une liste, comme quoi il fallait surtout pas que je loupe pour le demander. Je ne l'ai pas reçu cette fois-ci, c'est pas grave, j'ai été l'acheter, hein, clairement, je ne passais pas à côté. Et je l'ai découvert. Il s'agit donc de Dash et Lily, le carnet de défis de Rachel Cohn et David Levitan chez Michel Lafon. Donc dans ce livre, on y suit Dash. Dash est un jeune ado de 17 ans, je crois, qui n'aime pas du tout la période des fêtes, qui vit avec des parents qui sont séparés et qui ont tous les deux quelqu'un dans leur vie. Il va faire croire à chacun qu'il passe Noël avec l'autre, juste pour retrouver sa solitude et être au calme pour les fêtes, vu qu'il n'aime pas ça. La seule chose qu'il apprécie, c'est vraiment d'être seul et de pouvoir profiter pleinement de cela. Et à côté, on a en comparaison Lily qui est une férue des fêtes de Noël, qui adore ces moments avec sa famille, et pour qui cette année ça va être un petit peu plus compliqué, puisque ses parents qui n'ont jamais pu partir en lune de miel décident d'y aller cette année en la laissant avec son grand-père qui finalement va se faire la malle pour la Floride et son frère Langston. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vous dis ça, mais pas que je dise une bêtise. Mais je crois que c'est Langston qui s'appelle. Enfin bref. Et en fait, les deux jeunes personnes vont faire connaissance, non pas physiquement, mais au travers d'un carnet. Suite à une idée de Langston et de Benny, son copain, elle va décider de lancer des défis à travers un carnet qu'elle va remettre dans les rayonnages d'une librairie. Dash va tomber dessus et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à se découvrir l'un et l'autre au travers des défis, des questions et des échanges qu'ils peuvent avoir dans ce carnet. J'ai passé un bon moment avec ce livre. Alors, clairement, j'en attendais peut-être un peu trop parce que ça faisait tellement longtemps que je l'attendais ce roman que voilà. Maintenant, ça ne sera pas un coup de cœur. Ce ne sera pas non plus une lecture qui va malheureusement me rester en tête pendant très 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 longtemps. J'ai passé un bon moment, c'était typiquement ce qu'il me fallait en cette période un petit peu compliquée pour moi, comme vous avez dû le voir dans les modes cocooning et à l'approche des fêtes. C'est un livre qui fait du bien au moral, avec lequel on passe un bon moment. Voilà, maintenant c'est pas une lecture dont je me souviendrai dans 10 ans, je pense. Ça reste sympa, les personnages, je sais que beaucoup ont trouvé que Dash était antipathique dans le livre. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé antipathique du tout. J'ai juste trouvé qu'au début, il était un petit peu difficile de suivre les passages, enfin les chapitres où on le suit lui, parce qu'il a une façon de s'exprimer qui n'est peut-être pas forcément celle d'un ado d'aujourd'hui. Ce qui est appréciable aussi dans un certain sens, mais qui au début peut décontenancer le lecteur, et qui fait que j'ai mis un peu plus de temps à m'attacher à lui, un peu plus de temps à comprendre le personnage qu'il était. Mais voilà, ça dure quelques chapitres et après on est dedans, on suit cette aventure, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, quel va être le prochain défi, s'ils vont vraiment se rencontrer, si suite à ça, ils vont se plaire, ils ne vont pas se plaire, ils vont être amis, ils vont être amoureux, on ne sait pas. Et on lit pour savoir justement comment va évoluer cette relation. Alors je sais qu'en VO, il y a un tome 2 qui est sorti. Je ne sais pas si le tome 2 sera prévu en français, j'espère que oui, parce que je lirai quand même la suite, je pense. Sauf s'il sort dans très longtemps. Là, c'est possible que je lâche l'affaire, mais s'il sort l'année prochaine, il est fort probable que je le lise. Voilà, ce tome 1 s'arrête à un endroit où j'aurais aimé qu'on continue, justement. Parce que c'est un endroit que je trouvais
où je trouvais que c'était là que tout devenait vraiment très intéressant, enfin plus intéressant que précédemment, même si j'ai passé un bon moment, et j'aurais aimé continuer à les suivre à partir de ce moment-là. Donc je suppose que ce sera ce qui se passera dans le tome 2. Mais voilà, si vous voulez un livre parfait pour la saison, qui vous fera passer un bon moment, ben je peux vous le recommander chaudement parce que voilà, c'est typiquement le genre de lecture qu'on a envie de faire en cette période de l'année, qui est parfaite pour remonter le moral, pour passer donc un agréable moment qui fait du bien, sans prise de tête. Et voilà, si c'est ce type de lecture que vous recherchez, foncez, je pense qu'il pourra vous plaire. Alors là, on a une série originale Netflix. Donc j'ai regardé, non c'était un mensonge. J'ai commencé à regarder la série. Alors de ce qu'on m'a dit, je crois qu'il y a 8 épisodes, quelque chose comme ça. Ce sont des épisodes courts qui font moins de 30 minutes, ils font entre 22 et 27 minutes à peu près. J'ai regardé le premier, je n'étais pas emballée. J'ai regardé le deuxième, j'étais absolument pas emballée. J'ai regardé le troisième, j'étais complètement dépitée, j'ai arrêté là. Clairement. Je vous fais un bref topo puisque j'ai enchaîné en fait, donc comme ça me permet de vous faire un avis vite fait sur la série aussi, malgré le fait qu'on soit dans une vidéo point lecture. Je trouve que les personnages sont clichés dans la série. Je n'arrive pas à m'attacher à eux. Il y a des changements qui ont été faits pour le scénario. Alors je comprends pas l'intérêt. Je vais être honnête, je ne comprends pas pourquoi ces choix scénaristiques. Pourquoi avoir modifié ce type d'éléments? Ça n'apporte rien. Pour moi, ça dessert l'histoire en fait. C'est-à-dire que je vais parler de deux choses qu'on a dans les tout premiers chapitres du livre. Donc c'est vraiment pas un spoil. Les parents de Lily et Langston avaient décidé un an auparavant, après discussion avec leurs enfants, de faire leur voyage de lune de miel cette année pour Noël. Ça a été décidé et il y a eu une discussion avec leurs enfants pour ça. Les enfants ont accepté. Dans la série, on voit Lily qui revient d'avoir fait les magasins avec ses sacs. Elle découvre des valises dans le salon et ses parents lui annoncent que oui, voilà, vu qu'ils n'ont jamais fait de lune de miel, ils décident comme ça, sur un coup de tête, de se barrer aux îles Fidji et de les laisser tout seuls. Donc on a l'impression que les adultes ne sont pas réfléchis, qu'ils ont agi comme s'ils avaient fait un caprice sur un coup de tête, alors que non, en fait cette décision était mûrement réfléchie. Je comprends pas, ça prenait le même temps en scénario de le montrer que de changer et de faire ce qu'ils ont fait. Quant à Langston, il sort avec Benny. Donc il y a une scène où voilà, il va être avec Benny et Lily va débarquer. Dans le livre, ils sortent ensemble les deux. Alors que dans la série, en fait, il rencontre le mec vient pour la première fois chez lui, et Lily débarque comme ça en plein milieu d'une scène, je ne dirai pas laquelle, mais qui fait paraître Langston pour... Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est ce genre de choses où il y a des changements qui ne servent à rien, qui au contraire donnent une fausse image du personnage, qui donne l'impression que les personnages ne sont pas foutus de réfléchir, qu'ils font tout et n'importe quoi juste parce qu'ils avaient envie sur le moment, et que en gros ils sont incapables de prendre du recul, incapables de réfléchir, et moi ça m'a profondément gonflé en fait. J'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt de modifier ces éléments tels que ça l'a été. Alors il y a des séries où en effet vous avez un bouquin qui fait 700 pages, vous ne pouvez pas le raccourcir en 200 pages en restant exactement fidèle. Il y a forcément des raccourcis, il y a forcément des choses qui ne seront pas dans la version définitive du film ou de la série. Il y a forcément des éléments qu'on est obligé de raccourcir ou de prendre un autre tournant pour pouvoir les intégrer dans un film ou dans une série. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, tout simplement, ça n'a aucun sens d'avoir fait ça. En plus, je sais pas, tout est trop en fait dans cette série. Je sais pas comment ils ont décidé de tourner cette série, de la scénariser. Pour moi, il n'y a rien qui va dans cette série, malheureusement. Alors, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Moi, perso, je n'accroche pas. Je n'accroche pas au jeu des acteurs. Je n'accroche pas à la façon dont c'est scénarisé. Je n'accroche pas à la façon dont les choses sont présentées. Je n'accroche pas aux changements qui ont été faits. Ils me mettent en colère. Donc voilà, c'est un tout. J'ai vu 3 épisodes. Ça m'a largement suffi. Et j'arrête là pour mon visionnage de cette série. Et c'est pas grave. Il plaira à d'autres. Tant mieux. Mais moi... je ne suis pas autant emballée que la majorité, que ce soit pour le livre, malgré que j'ai passé un bon moment. J'ai vu que certains avaient passé
une excellente lecture, voire avait eu un coup de cœur, ce n'est pas mon cas. Et la série, je sais qu'elle est pas mal appréciée dans tout ce qui est Booktube, Bookstagram, la blogo, etc. Mais moi, ça le fait pas. Bah c'est comme ça, c'est pas grave. Encore une fois, je suis à contre-courant, mais c'est pas grave. C'est ça aussi qui fait que on a une diversité, que certains aiment des choses, d'autres les aiment pas, et inversement. Et c'est aussi ce qui fait que vous pourrez avoir des avis en fonction de si vous êtes plus ou moins du ressenti de telle ou telle personne de manière générale sur les livres. Ça vous permettra de savoir si vous tentez l'expérience ou non avec certains titres, tout simplement. Maintenant, j'en ai terminé avec Dash et Lily. On passe... J'ai failli faire tomber un roman. On passe à l'album jeunesse que j'ai découvert et que j'ai adoré. J'ai enfin reçu Azuro et la dernière licorne de Laurent et Olivier Souillet et illustré par Jérémy Fleury chez Ozo. Donc il est en cartonné assez mou pour que les enfants ne se fassent pas mal avec. Et je l'ai enfin, je l'attends depuis septembre, le temps m'a paru long et j'ai cru que je ne l'aurais jamais cette année. Donc je suis ravie d'avoir pu le découvrir avant la fin 2020. Donc je vous montre quelques illustrations. Donc cette fois à l'intérieur, les pages sont dans les jaunes orangés. J'ai trouvé comme d'habitude les illustrations de Jérémy Fleury, juste canon. Alors ici on va retrouver Auria, Vermillon et Azuro. Il fait chaud, il se balade, j'allais dire. Il se baigne pour se rafraîchir. Et Vermillon va voir une plante qu'il trouve moche. Et il veut la brûler. Alors Auria et Azuro ne vont pas être de son avis et vont tenter de le dissuader de brûler cette plante. Vermillon va n'en faire qu'à sa tête, il va la brûler, sauf que ce qu'il ignorait c'est qu'en brûlant cette plante est toxique et elle va s'infiltrer dans tout ce qui est les ressources d'eau, les ruisseaux, etc. du royaume des dragons et va polluer ces sources d'eau et que les dragons n'ont plus d'eau potable. Ils vont devoir prévenir le grand mage et essayer de trouver une façon de résoudre la situation parce que sans eau, malheureusement, les animaux du royaume des dragons sont condamnés. Donc Vermillon va devoir prendre sur lui, reconnaître ses erreurs et tenter de trouver un moyen, avec ses amis bien entendu, de rectifier le tir. J'ai trouvé que c'était très joliment fait, très joliment illustré. Ici on y parle... d'une enquête, on y parle d'écologie, on y parle des erreurs que peuvent faire les personnes. Faire une erreur c'est une chose, mais quand on fait quelque chose qui impacte tout le monde, il faut savoir prendre sur soi et il faut essayer de trouver une solution qui permettra de résoudre le problème. Et j'ai trouvé que, encore une fois, Laurent et Olivier Souillet au scénario arrivent parfaitement à tracer une trame qui est intéressante, qui transmet toujours un beau message. Et les illustrations de Jérémy Fleury illustrent le tout, mais magnifiquement. Et voilà, si vous n'avez toujours pas découvert les albums d'Azuro, je ne sais plus quoi vous dire. Moi, je les ai découverts, je suis totalement fan. Je les garde très précieusement. Et voilà, je vous la recommande chaudement, cette série d'albums. Ozo fait beaucoup d'albums comme ceci. Alors, les cartonnés sont à 9,80 €. Ils sont à 5 et quelques pour ceux qui sont plus souples. Mais voilà, ce sont vraiment des ouvrages qui ne coûtent pas spécialement très cher et qui... sont toujours intéressants à découvrir et mon coup de cœur c'est vraiment la saga Azuro. Et voilà. Le dernier titre lu, je l'ai terminé cette nuit, il me faisait très envie mais je sais pas, je me doutais qu'il allait falloir que je me concentre un minimum en fait sur cette lecture pour ne pas louper des informations, pour ne pas passer à côté de l'histoire des personnages et vu que j'étais très fatiguée en ce moment, je l'ai laissé traîner. Là je l'ai lu et j'en suis ravie parce que j'étais... quand je l'ai lu hier, je l'ai lu à des moments où quand j'étais fatiguée, je l'ai posé, je l'ai vraiment pris les moments où ça allait dans la journée et ce qui fait que j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Et il s'agit donc du tant attendu Dark Deep, le tome 2, La créature d'Ali Condi et Brendan Reich chez Michel Lafon. Donc je dois dire que si j'avais été en meilleure forme, je l'aurais lu probablement la nuit d'Halloween et ça aurait été juste parfait. Dans le premier, c'est déjà plutôt assez sombre, on a vraiment du danger. Donc on y suit Emma, Nico, Tyler, Opal et Logan. Donc les 5 personnages qu'on a découverts dans le premier tome. Si dans le premier tome, Logan est un personnage exécrable qui nous insupporte, il a appris certaines choses, il a appris à prendre sur lui, à s'interroger et son comportement évolue quand même un petit peu, ce qui fait qu'il est bien plus supportable dans ce tome 2. Donc dans le tome 1, les personnages découvrent
une maison flottante avec un espèce de lac et comme un puits bizarre dans la maison. L'infinoir notamment. Et ils vont s'interroger, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ils vont aller de découverte en découverte, de danger en danger. Et on les suit donc dans ce tome 2, après tout ce qui a pu se passer dans le tome 1, que je ne vais pas vous raconter parce que ce serait vous spoiler. Mais dans ce tome 2, ça prend encore plus d'ampleur, le côté sombre et dangereux est plus que jamais présent. Il va se passer des événements qui vont attirer une équipe de journalistes qui fait des émissions YouTube sur tout ce qui est paranormal, surnaturel, etc. Et cette équipe va essayer à tout prix de faire le buzz en créant une émission spéciale sur la ville de Timbers et les phénomènes qui s'y passent, puisqu'on dit qu'une créature marine un peu ressemblant parfois au Loch Ness hante les lieux et est prêt à tout saccager. Voilà ce qu'on dit et pourquoi l'équipe de télévision, enfin de chaîne YouTube, intervient pour filmer. On va en apprendre plus sur chacun des personnages. On va découvrir leurs liens qui, au fur et à mesure, vont grandir, vont prendre de l'ampleur, vont s'intensifier et par moments vont parfois être mis à mal par rapport au comportement de quelqu'un qu'ils ne comprennent pas, par rapport à la décision que quelqu'un a prise de façon solo, sans tenir compte spécialement de la vie des autres. On a vraiment pour le coup on suit vraiment des ados, mais des ados qui sont capables de réfléchir, des ados qui sont capables de s'interroger, qui sont capables de prendre des décisions quand il le faut. Parfois elles seront pas toujours les plus intelligentes ou les plus réfléchies sur l'instinct, mais ils savent faire aussi preuve de courage et de prendre des décisions quand elles s'imposent et de tenter le tout pour le tout. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. On en apprend beaucoup plus également sur cette maison, sur cette espèce de crique, la crique stagnante. On en apprend plus sur l'infinoir, sur le puits, sur la faille, enfin sur pas mal de choses, sur la créature. C'est quand même le titre de ce tome-ci. Et j'ai trouvé que la mythologie était tellement intéressante, tellement originale pour le coup. J'ai vraiment aimé ce que les auteurs ont fait avec cet univers, comment ils le modèlent, comment ils nous baladent d'un bout à l'autre des tomes. Il y a toujours des révélations qu'on n'avait pas spécialement vu venir, qu'on se prend en pleine poire. Il y a vraiment un climat limite oppressant à certains moments dans ce tome. Je dois dire que franchement, chapeau aux auteurs, parce que si vous voulez vraiment une série young adulte qui peut être frissonnante, qui peut être flippante à souhait, ben je pense que cette série est parfaite pour ça. C'est vraiment un livre, une série que j'affectionne tout particulièrement, puisque moi j'adore les univers qui font un peu flipper. Non, je ne suis pas une psychopathe, mais j'adore les films d'horreur, j'adore les ambiances comme ça, très surnaturelles, très sombres, très dangereuses, avec un univers et une mythologie juste dingue. Et clairement j'ai retrouvé tout ce que j'apprécie dans cette série, que je vous recommande vraiment très chaudement. Ça se lit très vite, c'est très addictif, les personnages sont attachants. On a des personnages également adultes, alors c'est pas ce qu'on voit le plus, mais les adultes sont bel et bien présents dans cette histoire. On les laisse pas de côté juste pour suivre une bande d'ados. Non, ils sont là, ils mettent des règles en place, ils sont présents tout au long des 2 tomes, même si c'est en second plan. L'équipe de télévision, le présentateur, j'avais envie de le baffer. En fait, il est comme Logan en version adulte dans le premier tome. C'est-à-dire exécrable, insupportable, stupide. Voilà, c'est clairement. Et en plus, lui, pour couronner le tout, n'est pas très courageux, hein, clairement. Donc il veut du show, il veut de l'événementiel, il veut faire le buzz. Mais au moindre truc, il décampe et ça prouve son courage. Enfin, il décampe et en plus, il laisse les membres de son équipe tout seul, quoi. Mais voilà, c'était vraiment chouette. Maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est d'attendre le tome 3. Je pense qu'il sortira également autour d'Halloween, enfin j'espère. Parce que voilà, celui-ci est sorti quasiment cette période de l'année. Le premier, il me semble qu'il était sorti pareil, début octobre, je crois. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura cette suite. Parce que vu comment ça évolue, je suis vraiment très curieuse de découvrir la suite et de découvrir ce que les auteurs nous réservent encore pour cette suite, parce que vu le level de ce tome 2,
Alors je sais que beaucoup, et c'est souvent le cas malheureusement, dans les sagas, le tome 2 est un tome de transition. Ah bah je peux vous dire que celui-là, il n'en fait pas partie. Hein. Dans celui-ci, pardon, on a énormément d'actions, énormément de rebondissements, de révélations. Il se passe jamais de moments vraiment calmes sur la durée. Ça part... Enfin, il y a toujours quelque chose qui arrive et c'était vraiment génial. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou si vous les avez lus, s'ils sont dans votre palle. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou quelles sont vos dernières lectures. Je me ferai comme d'habitude une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.